Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, nouvelle semaine. On va d'abord réfléchir ensemble sur la santé avec Nicolas Bouzou, que vous connaissez forcément, qui a écrit un bouquin autour... Alors, histoire de la santé, mais aussi avenir de la santé. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire à la lumière de la crise Covid. Ensuite, alors, quelqu'un dont tout le monde me parle, la directrice de l'innovation de Société Générale, inventer la banque de demain, ça aussi, je pense que ça va être absolument passionnant. Et puis, on terminera avec l'économie de l'agriculture et une start-up. Alors, c'est plus une start-up, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est fini, c'est scale-up et même au-dessus. Une entreprise de taille intermédiaire qu'on suit depuis le commencement, qui s'appelle Agriconomie et qui est, oui, cette fois-ci, là, on peut le dire, ça marche, l'Amazon du monde agricole. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Nicolas Bouzou. Salut Nicolas. Salut. Donc le bouquin s'appelle Homo Sanitas. C'est une de mes idées fixes. Des fois, quand j'aime pas les titres, je dis que j'aime pas le titre. Voilà. Donc là, je dis j'aime pas le titre. C'est parfait, il est de moi. Il est de toi ? Ouais, il est de moi. Ouais. Non, parce qu'il fait bouquin savant. Or, oui, c'est un bouquin savant, mais en fait, il est pas savant. Il se lit pas comme un bouquin savant. Donc voilà. Donc moi, je l'aurais appelé, parce que c'est de ça dont on va parler, je l'aurais appelé le prix de la vie. Ouais. Et je vais t'amener, donc en gros, ce qui nous intéresse énormément, tu t'exprimes assez peu là-dessus d'ailleurs, parce que le bouquin était largement écrit avant la crise Covid. Oui, absolument. En fait, Bernard Fixot m'avait demandé ça il y a plusieurs années, et je l'ai terminé parce que j'avais un peu de temps, mais ça n'est pas un livre sur la crise Covid en tant que tel. Et néanmoins, il y a énormément d'éléments à l'intérieur du bouquin qui restent passionnants. Donc ce que la crise nous révèle. Et alors, je vais prendre une de tes phrases, ça aussi j'aime bien. Et je trouve que d'ailleurs, quand on fait des critiques des bouquins, on ne devrait que les lire, en fait. On devrait lire un certain nombre d'extraits devant les auteurs, tu vois. Voilà. Alors, donc, prix de la vie, hein, les amis, c'est quand même... Alors, tu donnes d'ailleurs, tu donnes une estimation très large, fourchette entre 3 et 10 millions d'euros. Ça dépend des pays, ouais. Alors tous les pays essaient d'estimer un prix de la vie, on en a absolument besoin pour prendre des décisions rationnelles. D'ailleurs, j'aime pas faire ça, mais quand même pour raconter une toute petite anecdote personnelle. Non, mais j'aime pas parce que ça fait bon. Mais j'ai participé aux réunions des économistes que Bruno Le Maire a réunies depuis le début de la crise. Tu le racontes dans le bouquin. Ouais. Et je me souviens que la première réunion justement portait sur le prix de la vie, parce que le gouvernement voyait bien, c'était il y a un peu plus d'un an, et donc le gouvernement voyait bien que le confinement, la fermeture des écoles, ça aurait des conséquences mais énorme, délétère, catastrophique, horrible. Et donc se posait quand même la question de savoir si, au fond, ce que faisait le gouvernement, ça n'était pas trop par rapport au péril sanitaire qui nous attendait si on ne faisait rien. La conclusion, vous l'avez tous vu, c'est que le gouvernement a considéré, je crois qu'il a eu raison, malgré tout, qu'il fallait quand même faire cette fermeture, ce confinement pendant le laps de temps le plus court possible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même dans une situation de crise extrêmement grave, on a quand même besoin de ce type de repères pour essayer de prendre des décisions les plus rationnelles possibles. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas rentré en ligne de compte. Si on avait dit, on est à combien de... Si on prend dépenses publiques plus perte de recettes, 170 milliards à peu près, 170 milliards qu'on divise par... Minimum. Combien 60, 80 000 vies sauvées par l'ensemble de ce qu'on a fait. Ça amène à un prix de la vie bien supérieur à celui que tu donnes là. Parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que justement, c'est un repère, mais en fait, on sait bien, c'est ce que je dis aussi, qu'en matière de politique publique, utiliser ça comme ça, sans autre considération, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. D'autant plus que ce prix de la vie, on imagine quand même assez bien qu'il monte avec le temps. C'est-à-dire que là, je donne des estimations qui sont assez variables et qui ont été faites il y a plusieurs années. Mais on voit bien que dans nos sociétés, on supporte de moins en moins la mort, on supporte de moins en moins... D'ailleurs, on voit bien qu'on lutte de plus en plus contre les accidents, que dès qu'il se passe quelque chose, ça fait la une des médias. Ouais, voilà. Donc, mais nos sociétés, elles sont comme ça. Bon, on peut toujours dire que... Alors, attends. Si l'on vous disait, donc on parle du prix de la vie, si l'on vous disait, nous pouvons vous rendre immortels, mais pour cela, vos enfants et vos petits-enfants devront contribuer à hauteur de 90% de leurs revenus ces 50 prochaines années. J'imagine et j'espère, écrit Nicolas Bouzou, que vous refuseriez. Oui, mais c'est complètement évident, enfin j'espère. Non, mais ce que j'ai voulu montrer avec cette phrase... Est-ce qu'on n'a pas vécu le contraire, Nicolas ? Non, mais alors voilà. Je savais bien qu'on en arriverait là, parce que toi, tu dois considérer qu'on en a trop fait. Oui, c'est ça. Mais non, je crois pas. Je sais pas si on en a trop fait, je sais qu'on a sacrifié une génération. Non, je crois pas. Non, je pense pas qu'on a sacrifié une génération. Je pense que, bien évidemment, les jeunes aujourd'hui sont dans une situation terrible, extrêmement compliquée. Bon, mais je pense que c'est rattrapable. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, l'enjeu, en fait. C'est de faire en sorte que ce soit pas une génération sacrifiée.
la crise qu'on a traversée était grave. Si on faisait rien, on aurait... Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu moins de difficultés économiques, hein, parce que ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que le coupable dans cette affaire, le coupable de la récession, de la crise sociale, c'est moins les restrictions que le virus lui-même. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, ce qu'on essayait de faire un certain nombre de pays, non, mais on aurait eu des conséquences économiques absolument délétères. Hein. Les Suédois ont essayé de s'amuser à ce petit jeu-là l'année dernière, ils se sont retrouvés avec la récession, la même qu'au Danemark, qui a confiné de partout. Hein. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce que les gens restent chez eux, ils vont plus au restaurant, ils retirent leurs enfants de l'école, même si on ne prend pas de mesures réglementaires. Oui, il y a une sorte d'autoconfinement qui s'installe. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut aussi voir les externalités positives de tout ce qu'on est en train de faire. Et ça aussi, j'essaie de le démontrer. Tu sais que ça me passionne depuis longtemps, c'est pas né de cette crise, mais les progrès en santé, ils sont extraordinaires, ils sont formidables depuis maintenant 5-10 ans. Et en fait, le grand paradoxe, c'est que cette crise, elle les accélère. Elle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite en matière de progrès en santé. Et là où donc, je t'apporte la contradiction, ça va avoir des conséquences économiques et sociales positives, y compris pour les plus jeunes. Les vaccins ARN, l'accélération extraordinaire des vaccins ARN messagers, ça va avoir des conséquences sur tout un tas de sujets, cancer, psychiatrie, maladie. Il faut regarder le portefeuille produit des biotech. Hein. Tu connais ça par cœur, mais alors Nicolas, on est au cœur du extrêmement large. On est au cœur et donc c'est bon pour tout le monde, ça. Tu racontes Homo Sanitas, c'est finalement la lutte de l'humanité pour essayer de vivre le plus longtemps possible. C'est ça. Absolument. Globalement, c'est ça que tu racontes. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Alain Dinin était à ta place la semaine dernière et Alain Dinin dit on pose mal le problème du logement entre locataires et propriétaires. Non, c'est une France de bien logés. Et de la même façon, en fait, je trouve la question de prolonger la vie, mais pourquoi faire ? Cette question-là, elle n'est pas vraiment posée. Et en fait, quand même, que tu le veuilles ou non, on constate que ça pèse de plus en plus sur les générations les plus jeunes. Cette quête un peu invraisemblable de la vie la plus longue possible. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit une quête invraisemblable. Alors déjà, cette quête, elle n'est pas nouvelle. Hein. Ça a toujours été le cas. Moi, je suis quand même toujours frappé de voir que les gens dont je m'inspire, notamment les économistes libéraux du 19e siècle, ils sont morts à mon âge ou un peu après. Hein. Tocqueville est mort à 49 ans, je vais y arriver dans quelques temps. Bastia, il avait une petite cinquantaine d'années. Enfin, je veux dire, c'est les gens qui nous ressemblaient, quoi. Hein. Donc, ils avaient tout fait. Non, mais c'est là où je suis pas d'accord. Non. Je pense que Tocqueville, je suis pas du tout d'accord. Je pense que Tocqueville aurait vécu 20 ans de plus, ça aurait été extraordinaire pour l'humanité. Il aurait fait 1 ou 2 livres fondamentaux en plus. Bastia aussi. C'est comme ceux qui me disent Amy Winehouse, Janis Joplin et Jimi Hendrix, c'est pas grave parce que. Mais non, si ces gens-là étaient encore vivants, ils nous auraient donné encore beaucoup de joie. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais surtout, je reviens sur ce que tu dis, parce que c'est une idée qui a beaucoup circulé, d'ailleurs, y compris chez certains de mes amis libéraux. Cette idée, au fond, selon laquelle, je schématise un peu, je vais le dire de façon outrancière, mais on protégeait outrageusement les vieux au détriment des jeunes. Oui. Bon, mais je ne suis pas d'accord avec ça, donc pour 2 raisons. Je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison philosophique. Je ne pense pas qu'on puisse comme ça segmenter dans une société. Et surtout, je pense que, en réalité, cette crise, qui est horrible en ce moment, notamment pour les jeunes, mais elle accélère la numérisation, elle accélère l'incorporation des innovations par les entreprises, donc la numérisation, l'intelligence artificielle, les achats de robots, ils sont en train de monter très fortement en France, on était sous-robotisés, on est en train de rattraper notre retard. Si on met à côté de ça les progrès qu'on fait dans la santé, alors là je vais être provocateur, je vais vraiment prendre le chemin intellectuel inverse du tien. Je pense que cette crise, elle va faire mentir ceux qui pensaient dans les théories de la stagnation séculaire. C'est-à-dire cette idée selon laquelle les innovations, au fond, qu'on voyait depuis quelques années, ça n'avait rien à voir avec l'électricité, le chemin de fer, etc., et que ça ne faisait pas de gain de productivité, et donc que ça ne ferait pas de croissance. Je crois que cette crise, elle est en train, en fait, de faire mentir ça. Et je vais encore plus loin dans la provocation, et là, je m'arrête. Je pense même que ces 20-30 prochaines années, on peut avoir quelque chose qui ressemble aux années 50 et 60, avec des gains de productivité. Les années folles. Et un peu d'inflation en plus qui nous... Voilà. C'est la une de The Economist. Voilà, des années folles, exactement. Et, oui, mais ça va profiter aux jeunes. Non, mais Stéphane, ça va profiter aux jeunes. Hein. Ça va profiter aux jeunes, mais tu as une cohorte, là, qui s'en prend plein la poire. La cohorte de 2008, 2009, 2010, oui. Elle s'en est pas vraiment remise. Parce que c'est notre sujet, c'est notre richesse et en même temps notre faiblesse. C'est que tu en as 700 000 qui débarquent l'année prochaine et encore 700 000 l'année d'après. Bien sûr. Donc voilà, les cohortes, elles sont là. 1000 fois d'accord avec ça, mais je le redis, je pense que si on avait laissé parce que ça nous éloigne de ton bouquin et le temps tourne quand même assez vite. Parce que, en fait, tu constates et...
j'aurais aimé que tu ailles un tout petit peu plus loin. Tu constates notamment, comme tu le dis, les progrès foudroyants de la science. Mais alors là aussi, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que cette santé qui progresse va nous amener vers des inégalités, alors qui seront peut-être encore plus insupportables en fait que les inégalités de patrimoine de l'économie digitale. Oui. On les voit déjà, puisque au fur et à mesure que l'espérance de vie a augmenté, l'espérance de vie à la naissance, et bien, ce qu'on appelle l'écart type a aussi augmenté. C'est-à-dire que les gens qui ont les revenus les plus faibles et le moins de patrimoine meurent jeunes, parfois très jeunes, à 60-65 ans, alors que les gens les plus riches, en réalité, ils ne meurent pas à 82 ans. Ils meurent à 90, 95, 100 ans et souvent en bonne santé. Donc l'écart s'accroît. Et y compris entre pays, entre pays riches et pays pauvres. Absolument. Mais en même temps, là aussi, je pense qu'on a des outils. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on parle toujours de la science quand on parle de progrès en santé, parce que tous les livres d'histoire de la santé, ils ont été faits par des médecins ou par des scientifiques, ce qui est très bien. Mais donc, ils nous disent, il faut de la science, il faut Pasteur et Fleming. Ce qui est vrai, sans Pasteur et sans Fleming, on n'aurait ni les vaccins modernes, ni les antibiotiques. Mais on oublie deux choses. Derrière, il faut, et alors, je suis content d'être sur Bismarck pour le dire, une bonne grosse industrie qui gagne beaucoup d'argent, mais bien grosse, de la big pharma comme on déteste, qui verse des dividendes. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est simple, il y a aucun. Les gens, le peuple n'a pas accès aux médicaments. C'est pas elle qui a fait le vaccin. C'est aussi simple que ça. La big pharma, c'est pas elle qui a fait le vaccin. Ouais, mais c'est elle qui le produit. C'est elle qui le produit. Bah oui, c'est ça. Moderna, c'est absolument génial. Je suis fan absolu. Mais tu ne crois pas que L'Oréal aurait été capable de produire les vaccins s'il n'y avait pas eu la Big Pharma? Alors, non, mais je pense qu'il faut les deux, en fait. Donc, il faut de la science et les startups, etc. Mais il faut aussi la grosse industrie. Et pour aller jusqu'au bout du problème, parce que je ne suis pas dogmatique, il faut aussi un État-providence. Il faut aussi que les vaccins ils soient accessibles et que le financement soit mutualisé, pour reprendre cet exemple. Donc il faut vraiment quatre briques. Et ça, recherche publique, recherche privée, Big Pharma et État-providence. Ça, c'est une question à laquelle tu ne réponds pas. Mutualiser sans limite. C'est-à-dire, tu décris remarquablement la progression, et notamment, alors oui, on aura le temps d'en dire un mot, tout ce que tu racontes sur le cerveau est très très intéressant. C'est pour toi la nouvelle frontière. Mais à un moment, ça va valoir des fortunes. Oui, absolument. C'est le sujet. Alors pour moi, c'est le sujet presque majeur de nos sociétés. Mais alors justement, c'est mutualisation sans limite. Ouais. Alors enfin. Donc de plus en plus d'impôts. Pas mutualisation sans limite. Je pense mutualisation de ce que l'on juge comme étant absolument indispensable et qui fonde le socle de notre contrat social. Donc je vais être très très concret. On fait des progrès aujourd'hui extraordinaires en cancérologie, notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie. On utilise le système immunitaire pour combattre les tumeurs. Avant, on cassait les tumeurs, on les opérait, on les enlevait. Maintenant, on passe par le système immunitaire. Révolution extraordinaire qui donne, pas pour tous les cancers malheureusement, et pour certains cancers, des résultats incroyables, puisque des cancers pour lesquels il n'y avait pas de solution il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui on en guérit. Ça coûte très cher. Et si je prends l'exemple des thérapies géniques, là ce ne sont pas des cancers, mais pour des jeunes, ce sont parfois des adolescents qui souffrent de ce qu'on appelle des maladies orphelines gravissimes, qui peuvent en mourir. Aujourd'hui, grâce aux thérapies géniques, on en soigne. C'est des traitements personnalisés. Alors là, pour vous donner des ordres de grandeur, le prix du traitement, ça peut être de 1, 2, 3 millions d'euros par personne. Une injection. Par personne. Par personne. Voilà. Donc, pour moi, c'est fascinant. La question, c'est comment on fait pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin aient accès à ça. Plutôt que de dire toujours il faut réformer le système de santé pour le faire. Ah si, je réponds. Alors là, je vais donner quelques exemples. Non, mais il y a des gains. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, mais de productivité dans le système de santé à faire, mais qui sont absolument extraordinaires, massifs. Je veux dire, les silos entre médecine de ville, hôpital public et hôpital privé, mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable, mais qui prend énormément de ressources. Et donc tu crois donc qu'à coût constant, simplement en réformant l'appareil, on arrivera à se payer ces thérapies géniques que tu décris? Pas à coût constant. Les coûts augmenteront. Eh ben oui. Non mais ça, il faut l'assumer. Non mais voilà, alors ensuite, pour l'assumer, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut sortir de la mutualisation totale? C'est ça le sujet. Et alors là, c'est là où on va avoir évidemment des débats. Donc, quand toi ou moi, par exemple, on perd notre voix, moi ça m'arrive une fois par an parce qu'on parle beaucoup et qu'on veut un peu de cortisone parce qu'on n'a pas envie de louper une émission. Voilà, non, mais bon. Et est-ce que ça doit être financé par la sécurité sociale? Est-ce que ça doit être mutualisé? Je pense pas. Enfin, très honnêtement, je pense qu'on se le paye. Et sinon, on reste chez nous. Donc, c'est la série de déremboursements que fait discrètement. On a déjà commencé. Oui, voilà, l'homéopathie, par exemple. Que fait discrètement l'assurance maladie. Mais toi, tu dis quoi? Ça mériterait, alors comme on dit à chaque fois, un vrai débat, de le mettre vraiment sur la table. Ouais, bien sûr. Et d'expliquer vraiment que ce qui arrive, c'est une médecine hors de prix. Mais d'expliquer qu'on ne le fait pas surtout pour punir ou pour faire des économies. C'est pas ça. On le fait
pour permettre aux gens d'accéder à ces innovations thérapeutiques qui sont extraordinaires. Et en plus, aujourd'hui, je laisse le virus de côté, mais aujourd'hui, le grand sujet, c'est le cancer. Mais quand on aura beaucoup avancé sur le cancer, ce qui va arriver, on fait des progrès extraordinaires, ce sera en effet le cerveau, donc ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et d'autant que tu dis, c'est une révolution industrielle et un gisement d'emploi. Et pas forcément un gisement d'emploi bas de gamme. Ça, on le voit jamais et on le dit jamais, en fait. On le dit jamais parce que, regarde, c'est exactement le problème du vaccin en France. C'est-à-dire qu'au fond, on a découvert qu'on n'était pas capable d'inventer et de produire un vaccin ARN messager en France parce qu'on n'a jamais considéré la santé comme étant un gisement de croissance et d'emploi. On n'a jamais eu de vision industrielle de la santé. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup depuis de nombreuses années. À chaque fois qu'il y a un sujet de santé qui arrive en France, il va à l'assurance maladie, en fait. Alors là aussi, énorme silo en France. La santé, c'est le ministère de la Santé. Mais Bercy, en fait, ne s'est jamais intéressé, il ne peut pas de toute façon, aux questions de santé. C'est très différent aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, nos amis américains qui ne font pas tout bien, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec cette crise, ils se sont dit, attends, les vaccins ARN messagers, etc., waouh, là, il y a un truc à faire du point de vue économique et du point de vue industriel. Là, il y a un coup à jouer. Voilà. Nicolas, le libéral que je suis, comme toi, j'ai été traumatisé par une scène. Je me suis passionné par la campagne présidentielle américaine, comme tous les 4 ans. Et j'ai été traumatisé par une scène quand il parlait du système de santé, les démocrates, je crois que c'était Elizabeth Warren, qui racontait vous êtes père de famille, votre enfant tout petit a du mal à respirer, vous êtes devant la porte de l'hôpital, si la porte s'ouvre, c'est 5 000 $. Oui, mais ça, elle a raison. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, on n'en veut pas de ce système-là, c'est pas possible. Horrible, mais bien sûr que non, on n'en veut pas. Les 5 000 $ encore, moi, j'ai vu des gens avec des additions à 15 000 $. Oui, mais elle racontait ça, et donc, mais elle a raison, elle a bien sûr. Mais ça c'est le problème de la prise en charge assurantielle qui ne fonctionne pas bien aux États-Unis. L'Obamacare avait essayé. Et ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec la question économique, ça n'a rien à voir avec le fait de produire, au fond. Alors, ça pourrait théoriquement avoir un tout petit peu un rapport si on dit, au fond, au lieu toujours d'acheter les médicaments, ou d'ailleurs, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, c'est très important, des trucs qu'on va être dans le cœur, le corps artificiel, demain la rate artificielle ou le pancréas artificiel, c'est ce qu'on appelle des dispositifs médicaux. Tout ça, ça vaut peut-être le coup de se dire, il faudrait peut-être les acheter un tout petit peu plus cher pour aussi aider nos startups. Au fond, c'est de la commande publique. Et donc là, ça peut avoir un impact sur les coûts. Mais il faut que l'assurance maladie continue de prendre ça en charge. Parce que, et c'est ça ce que j'essaie de montrer, c'est bon pour l'économie. Moi, je suis hyper rigoureux en matière de finances publiques. Je ne suis pas gentil sur les retraites, etc. Je ne suis pas un gentil. Mais la santé, c'est des bons investissements, en fait. Quand on dépense ça en santé, pour l'ensemble de la société, en fait, on récupère plus. Ce qui n'est pas le cas pour les retraites. Mais on retombe sur le même débat. C'est des bons investissements pour quelqu'un qui a 25 ans. Ouais. Est-ce que c'est encore un bon investissement quand on en a 80 ? C'est là où... Moi, je pense que oui. J'arrive pas à être convaincu. Je pense que oui. Là encore, un exemple extrêmement concret, puisqu'il y a beaucoup de débats, et parfois ce sont des débats entre médecins. Une personne très âgée qui souffre d'un cancer, par exemple, et elle est dans une situation d'échec thérapeutique. Tu cites ça dans ton bouquin, là. On lui offre un mois, le dernier soin, c'est ça, voilà. Alors, la dernière chimio. Dernière chimio, très, très cher. 100 000 €. 100 000 €. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui donne ou pas ? J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé avec des cancérologues, notamment David Kayat, et en fait, eux, ce qu'ils me disent, c'est, en général, on va lui donner, déjà parce qu'une fois sur 10, ça va marcher, mais surtout parce que c'est du big data, parce que ça fait progresser la science, parce que c'est très important d'avoir ce type d'essais thérapeutiques, y compris sur des personnes âgées. Les personnes âgées, il arrive qu'elles soient en échec thérapeutique. Si on ne leur propose pas des nouveaux médicaments, on va avoir du mal à faire avancer la science. Donc, il faut aussi assumer ça. Et il dit, David Kayat, il vous dit... quand on donne à quelqu'un qui pense que c'est fini un mois supplémentaire, ce mois vaut sans doute... Alors ça, c'est un truc que devraient comprendre les économistes et certains de mes amis libéraux qui devraient, en théorie, maîtriser la loi de l'offre et la demande. C'est qu'un mois de vie a beaucoup plus de valeur quand on a 90 ans que quand on a 45. Oui, mais là, Nicolas, et c'est d'ailleurs ce qui est en sous-jacent de tout ton bouquin, ça nous ramène à la condition humaine, en fait. Oui, je sais bien. Tout ça nous ramène à aussi. Tout ça nous ramène à la condition humaine et à savoir ce qu'on fait sur cette terre. Merci, Nicolas. Merci. Nicolas Bouzou, donc ça s'appelle Homo Sanitas, pour nous aider à réfléchir sur ce qui est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend aujourd'hui. On continue Bismarck, les amis.
On repart les amis, on repart donc avec Claire Calmejane qui est la directrice de l'innovation de la Société Générale. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Donc j'ai appelé ça transformer la banque. Ça vous va comme Ça me va. Votre mission? Il y a une question qui m'obsède, que je pose à tous les banquiers, dès que je les croise, tous les grands banquiers. Je l'ai posé à Frédéric Oudéa, je l'ai posé. C'est pourquoi est-ce que les grandes banques se font damer le pion par les fintechs? Pourquoi est-ce que... la puissance quand même d'investissement, d'accord, c'est compliqué pour les banques, mais ça dégage quand même du bénéfice. On va laisser de côté la Société Générale, à la limite, il y a des grosses banques qui dégagent du bénéfice. Aux États-Unis, il y a des trucs énormes qui dégagent combien? 10 milliards, 12 milliards de dollars de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils se font damer le pion par des jeunes gars dans un bac à sable avec une licence bancaire en Lituanie? Damer le pion, c'est une expression intéressante. Mais on a l'impression que la croissance est chez eux. Donc, la croissance n'est pas que chez eux. On peut être très fiers de nos résultats au sein de Société Générale. On a plus de 60% de nos clients qui utilisent le digital de façon active. En France, 98% des transactions... Claire, non, sortez les du chiffres, PowerPoint. Je sors du PowerPoint, c'est pas de souci. Mais normalement, les chiffres disent le contraire. Pas exister. Les chiffres disent le contraire. Dans tous les secteurs, on voit des startups qui sont présentes. Elles ne dament pas le pion à la Société Générale. Je réagis sur l'expression. Enlevez la Société Générale. Parlez au nom des banques. On a 60 partenariats qui existent au sein des écosystèmes fintech. 60 partenariats qui sont présents entre la Société Générale dans le monde et ces fintech. Donc on travaille de façon très collaborative ensemble. Claire, pourquoi ça me passionne? Parce que, et c'est pour ça que je suis ravi que vous veniez, toutes les entreprises vont être en fait devant ce défi accéléré de la digitalisation. Toutes vont devoir se transformer à grande vitesse. Et vous avez été parmi les premiers en fait, secteurs à prendre la vague dans la figure. Voilà. Et ensuite, la météorite qui tombe et le dinosaure qui essaye de survivre. Voilà, on va dire ça comme ça. Où est-ce que ça coince? C'est quoi? C'est le système d'information qui est trop lourd, qui est mal fait, qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a des strates et des strates et des strates. C'est l'organisation elle-même qui est trop lourde, qu'on ne peut pas changer parce que... Où est-ce que ça coince? C'est intéressant comment vous en parlez, Stéphane, parce qu'on a l'impression que c'est à venir. Oui. Pour moi, c'est pas à venir, on est dedans. Vous êtes dedans, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont on le fait, on est dedans. On n'est pas du tout, c'est pas du tout dans le passé. Quand j'entends vos mots, on a l'impression que c'est devant nous, mais c'est pas du tout devant nous. C'est quelque chose qu'on fait de façon très active. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a commencé cette transformation digitale pour répondre aux besoins de nos clients. Il ne faut pas oublier qu'au sein du groupe Société Générale, on a Boursorama, qui est quand même la première banque en ligne. C'est vrai, la première des fintechs en fait. Europe. Ouais. On a, je disais, un taux de pénétration sur la France de plus de 60% de nos clients qui utilisent dans un mois, qui font une transaction, qui utilisent le digital. Ils se connectent plus de 34 fois par mois en France sur leur application et sur leur site web. Donc il y a un engagement réel. Il existe. Claire, comme vous citez ce chiffre, là, 60%. Mais c'est nul, 60%. Tout le monde. Mais n'importe quel service ou système devrait avoir 95% aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, vous êtes dedans. Mais il faut que la banque serve pour tous. Tout le monde n'a pas envie d'être dans le digital. On l'a vu, par exemple, au moment du Covid, il y a eu des appels téléphoniques, des études le disent, qui pouvaient certes être répondus par des chatbots, mais pas seulement. Il y avait des appels téléphoniques qui étaient là, qui devaient être résolus par des problématiques humaines. Donc le digital est bien là pour supporter la stratégie de transformation. Elle est bien là pour être là. Et donc, je ne suis pas d'accord avec le damer le pion et je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est à venir. Je pense qu'on est en plein dedans. Société Générale a notamment accéléré sa stratégie d'acquisition. Je suis sûre qu'on va en parler. Yes. A fait 5 acquisitions de très belles startups, de fondateurs qui travaillent avec nous. Et juste pour dire à quel point on n'est pas dans le passé, quand on a racheté Fiduceo en 2015, il faut savoir que les fondateurs de Fiduceo sont toujours au sein de Société Générale. Ils sont toujours... C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Donc, je ne connais pas Fiduceo. Ils font quoi, Fiduceo? Alors, Fiduceo était une plateforme de ce qu'on appelle PFM, donc gestion des finances personnelles, qui permet notamment, quand vous allez sur votre compte Société Générale ou Boursorama, en fait, d'intégrer sur le digital vos autres comptes bancaires et de pouvoir, comme ça, avoir une vision 360 de tout ce qui se passe. Et aussi, fait de la gestion documentaire, sur la gestion des factures que vous pouvez isoler. Ça, etc. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire en interne? On peut tout faire en interne, mais quand on regarde la compétition technologique, même eux ne font pas tout en interne. Oui, c'est ça. Et il y a une forme de course de vitesse qui fait qu'à un moment, il vaut mieux racheter que... Je vais vous raconter une petite histoire, Claire, parce que c'était quand même... Je découvre Shine, donc on va parler de Shine. Hein, je découvre Shine à la naissance de Shine, parce qu'il se trouve que moi, j'étais à l'époque tout petit entrepreneur indépendant, et je pestais contre... la Société Générale, mais peu importe, l'eau a coulé sous les ponts,
sur les tarifs de leur banque pour les pros. Je trouvais ça incroyable qu'on me prenne autant d'argent pour vraiment un compte sur lequel il ne se passait pas grand-chose. Et Shine débarque. Et je me dis, mais ils vont réagir, c'est pas possible. Ils vont faire le truc eux-mêmes, ils vont faire le truc pour les pros, pour les indépendants, qui marche bien. Non, on ne peut pas. Vous rachetez Shine, en fait. On fait, alors déjà, je suis désolée de cette expérience. Non, heureusement pour nous, on est quand même un des leaders sur le marché des professionnels, donc j'espère qu'on arrive quand même à servir nos clients. On s'en était parlé à livre ouvert à l'époque, c'était il y a plusieurs années, donc il n'y a aucun problème. Mais donc, se pose la question effectivement de quelles sont les bonnes stratégies. Donc, on peut effectivement digitaliser le parcours client du professionnel, mais Shine, c'est beaucoup plus que ça. Shine, c'est beaucoup plus que la digitalisation d'un parcours client. Shine, l'éthos de Nicolas et de Raphaël n'est pas du tout donc, à la sont base les deux fondateurs. d'offrir, qui sont les deux fondateurs, n'est pas d'offrir un service bancaire. Il est d'accompagner vraiment la création pour des indépendants de leurs entreprises et de les accompagner. Donc, on va trouver aussi bien un service finalement d'accompagnement qui va jusqu'à votre numéro SIRET, déposer votre entreprise, tous les services qui vont autour de cette finalement première création, à vos services bancaires, aux services après de gestion de comptabilité qu'ils vont pouvoir vous offrir, à même leur partenariat avec SumUp qu'ils ont aujourd'hui, donc le petit boîtier qui vous permet, si vous êtes marchand, de pouvoir quelque part passer votre carte et puis payer très simplement, que vous soyez en ligne ou que vous soyez en physique. Donc ils ont tout un écosystème de services qui vont bien au-delà du service bancaire. Et c'est aussi ça, la valeur de Shine. Et aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas cherché à intégrer Shine au sein de Société Générale. On a à la fois continué à supporter le développement de Shine, qui en fait est une plateforme, un petit peu comme les plateformes, alors toutes petites, mais comme les plateformes qu'on a pu voir Uber, Amazon, qui finalement offrent ces services. Ça va pouvoir consommer des services financiers que nous, on va produire et distribuer, tels que le crédit, à travers la plateforme de Shine. Et en parallèle de ça, puisqu'on a fait l'acquisition de Shine, qu'on pense qu'il y a un business model qui se développe, qui est robuste, et d'ailleurs les derniers mois l'ont confirmé, on va en profiter pour digitaliser notre parcours client et offrir cette expérience à notre clientèle professionnelle. Donc en fait, vous injectez un peu de Shine dans le... C'est ça un peu la mécanique. Vous injectez un peu de ce qui fait leur force dans l'ensemble de l'écosystème digital de la Société Générale. C'est la promesse, et je pense que c'est pour ça qu'on garde nos fondateurs, et que ce soit Éric Lassus et Xavier Labouret avec Trésor, ou que ce soit Nico Hélard et Raphaël avec Shine. Je pense que les acquisitions qui fonctionnent bien, elles ne sont pas basées sur une start-up qu'on intègre au sein d'un grand groupe. Il faut se rappeler, Société Générale, c'est 138 000 collaborateurs à travers le monde, oui. 62 pays. Bon, la start-up, même si c'est plus des start-up, il faut être honnête. Au moment où on a fait l'achat de Trésor, ils sont 35, mais aujourd'hui, ils sont 130. Ils sont à 2 pas avenue de Wagram. Ils viennent de déménager. Trésor, parce que Trésor, on est dans le back-office de la banque, là. Tout à fait. Alors, racontez-moi, Trésor. Parce que Trésor, mais je me gourre pas, Trésor, c'est quand même ce qui permet aussi aux fintech, alors on peut les citer, les Revolut, les N26, etc., de pouvoir, en fait, opérer comme des banques alors qu'elles n'en sont pas vraiment. Je résume bien le truc à peu près. Tout à fait, tout à fait. Donc, typiquement, Shine tourne sur Trésor aujourd'hui et va demander sa licence d'établissement de paiement pour grandir. C'est la logique. Une fois qu'on a... Voilà, ils ont aujourd'hui plus de 80 000 clients, ils grandissent. Donc, effectivement, ils vont s'équiper avec plus de connaissances de leur côté. Et Trésor va pouvoir toujours fournir une partie de software. Donc, on est vraiment dans la couche basse. On est dans la couche basse. Fournir les cartes, les moyens de paiement, ce qui est KYC, ce qui est tenue de compte. Et donc, vous connaissez en France plein de fintech qui tournent sur Trésor. Exactement. Swile, qui est quand même une super success story, Conto, qui a fait ses débuts, Lydia, qui est également un grand client de Trésor. Il y en a plus de 70 clients aujourd'hui sur Trésor, présents dans 8 pays. Mais surtout, ce que je mentionnais, c'est qu'aujourd'hui, Trésor, c'est plus une start-up. C'est une PME. Elle est à 2 pas avenue de Wagram. Elle vient de déménager parce qu'elle avait encore des besoins de croissance. Elle a ouvert son 2e bureau à Rennes. Elle a ouvert des points à l'international pour avoir des relais. Et évidemment que la promesse de Trésor n'était pas d'intégrer toute cette start-up. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, et quand même, je vous challenge un peu, mais je suis évidemment assez admiratif. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que vous laissez cette technologie qui est, comme vous le dites, alors. Vous le verrez si vous êtes client d'une fintech, si vous envoyez votre RIB, à un moment sur le RIB, en fait, Trésor apparaît. Parce que c'est ça, il y a derrière énormément de régulation, c'est ça, Claire, énormément de régulation, de compliance. Et donc, c'est eux, en fait, qui ont les véritables autorisations de centres de paiement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en la rachetant, vous auriez pu finalement couper les robinets,
De fintech qui vous font concurrence même si à la marge, même si c'est à la marge. Et non, vous ne le faites pas et surtout pas. Non, surtout pas. Il faut laisser ça ouvert. C'est pas du tout, puisque vous en parlez, on reboucle avec le démarrage. Quelle est l'interaction entre les banques et les fintechs? Je mentionnais, on a 60 partenariats au sein de Société Générale avec des fintechs. Je ne sais même pas tous les noms des fintechs. Parfois, on arrive et on me dit on a un partenariat avec tel fintech et j'en découvre tous les jours parce qu'évidemment, ça se passe dans tous les métiers de Société Générale. Alors, il y a une certaine coordination sur notre plan stratégique, mais évidemment, localement, chacun va pouvoir avancer. On a un business, un métier peut passer une coopération finalement sans vous en informer? Mais c'est de la même façon que, je ne sais pas, ils allaient faire leur contrat avec Microsoft pour avoir Microsoft Word. Je veux dire, on va pas... c'est juste la façon dont aujourd'hui la transformation digitale d'une grande banque fonctionne. On ne peut pas centraliser l'intégralité de nos partenariats. Ils ont juste une relation client-fournisseur. Et j'en parle souvent parce que les gens me disent « Ah, votre relation avec les fintechs, comment ça se passe ?» Moi, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis et au Royaume-Uni. J'ai vécu toute cette vague des fintechs qui avaient émergé bien avant au Royaume-Uni. La plupart ont quand même basculé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Je veux dire, même des grandes success stories, on peut voir Starling Bank qui a récemment, la semaine dernière, levé, qui est un des compétiteurs de Boursorama, à la fois une ligne B2C et à la fois une ligne B2B. Donc, elle vend des services en B2B2B à d'autres partenaires, de plus petites banques, un petit peu sur le modèle de ce que peut faire Trésor d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui vous intéresse? Finalement, arriver à faire un peu la même chose avec la Société Générale, c'est ça qui vous intéresse? Alors, dans Société Générale, notre stratégie d'open innovation, elle est large, elle est là pour supporter nos transformations métiers, pour servir nos clients. C'est vraiment servir nos clients, servir l'efficacité opérationnelle et servir les composantes responsables. Donc c'est ça l'open banking? La banque ouverte. La banque ouverte. C'est quoi la banque ouverte, l'open banking? La banque ouverte, elle passe... en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de fonds dans les services financiers qui encourage une partie de dérégulation qui est passée par une réglementation qui s'appelle PSD2. Désolée, c'est un petit peu technique. Mais énormément d'entrepreneurs m'en parlent de cette directive. Et donc, cette directive a pour objectif de, notamment, permettre, sous un système défini, d'accéder à certaines données pour pouvoir proposer des services financiers. Et ça peut être à travers des acteurs qui sont des acteurs bancaires établis. Je peux le dire d'un mot clair, en fait, ça veut dire vos données clients à vous, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas à la banque. Mais elles ont toujours appartenu aux clients. Elles ont toujours appartenu mais là, la banque est tenue de les d'ouvrir, alors ça s'appelle ces API, pour qu'il y ait des relations, si vous, évidemment, vous êtes d'accord avec ça, pour qu'il y ait des relations avec l'ensemble de ceux qui, effectivement, peuvent apporter des services. Je vous laisse continuer. Non, tout à fait. Non, mais je n'ai rien de plus à rajouter. Et donc, c'est ça, la banque ouverte, alors? La banque ouverte, elle permet effectivement de voir de nouveaux business models émerger qui peuvent effectivement s'appuyer là-dessus. Alors attention, parce que évidemment, la banque est très très vigilante sur la protection des données personnelles, leur localisation et notamment pour nos clients dans toutes les géographies en respect de ce qu'ils souhaitent. Et ça, c'est un des grands avantages d'établissements financiers qui sont déjà là depuis plusieurs années et qui sont régulés. On peut observer qu'au UK, il y a même eu la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis un organisme en place qui s'appelle l'Open Banking Authority. Authority, oui, d'ailleurs. Voilà, ça tombe bien. Qui permet vraiment de flécher le parcours en mettant des règles d'accès qui sont très robustes, notamment en matière de sécurité et de gestion des données. En France, on a passé la réglementation européenne PSD2. On n'a pas été jusqu'à monter ce type d'entité régulatoire. Relation client, sécurité, transformation de l'organisation, c'est quoi la priorité de Claire Calmejane? Le client. Entre ces trois éléments. La relation client. La relation client est au centre... Et tout le reste est soumis, en fait, à la relation client. Mais c'est intéressant, parce que quand on parlait des business models tels que Shine, c'est des plateformes digitales qui sont conçues sur l'expérience client. Une autre dont on a fait l'acquisition, un Rizocar, qui aujourd'hui est encore plus une start-up, qui fait 150 vente en ligne employés. De voitures d'occasion. Voilà, vente en ligne de voitures d'occasion, qui est maintenant un des leaders, une de nos pépites françaises, qui a rejoint le groupe Société Générale. Là, il faut juste expliquer, mais d'un mot, que Société Générale, comme BNP d'ailleurs, ont des parcs de leasing très très importants et que donc l'activité automobile est une part très importante de l'activité bancaire.
Exactement. Et donc, on travaillait déjà avec Laurent et Vincent, qui sont les fondateurs depuis un certain temps, parce qu'on avait déjà pris une part minoritaire au capital, de par ce que vous mentionnez, nos métiers, et quelque part ce que eux faisaient, puisqu'ils agrègent à travers l'Europe les offres possibles sur les véhicules d'occasion. Et en se développant, ils ont bien vu qu'il fallait fournir une composante autour des services financiers qui n'était pas nécessairement une expertise qu'ils avaient chez eux. Et donc, c'est de cette façon-là que s'est fait le rapprochement. Mais encore une fois, pour co-construire un monde dans lequel eux ont tout pensé pour le client en expérience digitale. Aujourd'hui, ils ont plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. 2 millions de visiteurs uniques par mois. Oui, c'est énorme. Oui, mais pour des voitures. Mais parce que les gens veulent acheter des voitures. Les gens veulent acheter des voitures. Et vous voulez leur procurer le financement qui va bien, y compris pour des voitures d'occasion, ce qui, j'imagine, est toujours un peu plus compliqué à financer. C'est ça le sujet, Claire. Pas plus compliqué, mais qui était déjà dans notre cœur de métier et qu'on s'est trouvé naturellement à faire avec un partenaire comme Rizocar, puisque lui avait vraiment déployé une interface client, cette expérience qui est là, qui encore une fois ne se limite pas à un produit financier. On est bien en train de parler dans nos acquisitions de quelque chose qui va un petit peu au-delà dans l'expérience client, et c'est vraiment ça la complémentarité avec nos modèles, parce que sinon, on a évidemment la marque CGI en France. D'ailleurs, il faut savoir, le partenariat entre Rizocar, il est directement fait avec CGI. Alors CGI, c'est du financement, qui fait du financement, justement, du financement. de voitures d'occasion. Non, mais c'est important, parce qu'on n'a pas racheté Rizocar dans le groupe Société Générale, à mon niveau, dans la direction de l'innovation. Tout à fait. On l'a vraiment fait avec le métier, dans le métier, en disant, OK, on a vraiment un élément de synergie qui est possible ici. L'intelligence artificielle, il nous reste 1,50. Donc c'est la question où je suis sûr que vous pouvez y parler, passer 3 heures. Il faut tout concentrer en 1,50. C'est un nouvel horizon pour vous. Ça va être un bouleversement dans les pratiques bancaires. Comment est-ce que vous regardez ce qui peut arriver ? J'adore venir vous voir parce qu'on a toujours l'impression que c'est devant nous. Ah ben là, l'intelligence artificielle, on est devant nous. Mais Claire. non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas du tout. Ça fait déjà 2 ans qu'on sponsorise AI for Finance qui a lieu à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, nous avons plus de 80 cas d'usage en production. Mais des vrais cas, parce que des cas d'usage industriels. on vend des trucs qui sont en fait de la robotisation, du machine learning. On dit que c'est de l'AI, mais... Pardon, je vous ai... Non, pardon, allez-y. Non, mais on a un cas d'usage, notamment par exemple sur la gestion de la fraude, qui est en production depuis 4 ans, qui utilise de l'IA, du machine learning. Et d'ailleurs, on est en conversation avec Trésor pour le mettre chez Trésor. Donc, c'est des volumes industriels. On avait justement une présentation la semaine dernière au conseil d'administration sur la défense dans nos activités de marché du P&L de Change, justement parce que les nouveaux entrants arrivent et peuvent prendre un certain bout du gâteau. Et donc, nous, on réagit. Et c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 18 mois. On fait de l'octroi de crédit avec du machine learning où on optimise la façon dont on va faire le scoring pour pouvoir prêter au mieux, le plus rapidement. On mesure le time to cash, le time to yes pour nos clients, pour offrir le meilleur service possible. On n'est pas dans la science-fiction. Moi, quand je vais voir, je vais souvent sur le terrain parce que c'est la meilleure façon de gagner de l'insight sur les bons éléments de la transformation. Les gens ne me disent pas c'est de l'IA, ils me disent mais merci et on en veut plus. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc en fait. Ouais, voilà. On en revient le service du client finalement. Et vous, c'est tout pour vous. Et vous, voilà. Et vous, votre boulot, c'est de vous débrouiller pour que ça marche du mieux possible. C'est intégré dans la stratégie du groupe de Société Générale. Et vous le savez, mon poste a été créé il y a 2 ans et demi auprès de la direction générale, puisque le digital, évidemment, avec la responsabilité, est un des enjeux majeurs des 10 prochaines années. Merci Claire. Donc, des 10 prochaines années, c'est devant nous quand même, un petit peu. Claire Calmejane, donc la directrice de l'innovation de Société Générale, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Paulin Pasco, le fondateur d'Agriconomie. Salut Paulin. Salut. Avec qui on parle depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, ça fait un moment, je t'ai vu grossir, croître. Et le projet, alors donc j'ai écrit l'agriculture numérique, d'abord parce que je ne voulais pas écrire l'agriculture digitale, parce que pour le coup, ça prêtait à confusion. On se dit, mais quand vous avez planté, non. Et je ne voulais pas écrire non plus, et pourtant c'est ça, l'Amazon de l'agriculture. Il se trouve que j'ai reçu la semaine dernière le patron d'Avas Paris qui a écrit un petit bouquin très bien fait sur l'histoire d'Amazon. Et alors, on sait beaucoup de choses sur Amazon, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, et notamment au départ, donc la librairie en ligne. Oui. Pourquoi est-ce que ça décolle ? C'est des livres rares qui font décoller Amazon. Pas du tout les blockbusters, pas du tout. Ce qu'on appelle la long tail. La long tail. Et c'est là que Bezos se dit, en fait, il faut tout avoir.
Et avoir le plus gros catalogue possible. C'est la stratégie d'Amazon. Et c'est la stratégie d'Agriconomie. C'est en partie la stratégie d'Agriconomie, mais nous, on a fait le choix du local aussi, parce qu'on déploie sur le terrain des salariés Agriconomie qui vont accompagner nos clients. Et nous, on reste dans un métier très humain. Oui, on mais a attends, besoin de... Au départ, j'ai noté ça, enfin, de la fourche jusqu'aux tonnes de semences. Moi, tu m'avais scié quand tu m'avais dit que tu fournissais des tonnes de semences. Sûr. Et l'ensemble des pièces détachées dont tu peux avoir besoin pour réparer un tracteur, par exemple. Personne n'avait envisagé cette largeur d'offres. Et c'est le numérique qui nous permet d'avoir ce catalogue si large, Ouais. avec un business model qui est assez différent des acteurs traditionnels. Mais oui, notre objectif, c'est d'avoir le catalogue le plus large possible pour répondre à toutes les attentes de nos clients. Ce qu'on veut, c'est répondre à leurs besoins à n'importe quel moment de l'année, sur n'importe quelle problématique, que ce soit sur leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées et autres matériels. On veut qu'ils puissent les trouver sur Agriconomie, les acheter au meilleur prix et être livrés dans les meilleures conditions chez eux. Vous savez, maintenant, on a 20% des agriculteurs français qui sont clients Agriconomie. 20%. Et on a 80% des agriculteurs français qui se connectent sur notre site tous les mois. Donc on est devenu là, en l'espace de 5-6 ans, grâce au gros travail de nos équipes et à la confiance que nous donnent nos clients et nos fournisseurs, on est passé 3e distributeur agricole en Europe en termes de nombre de clients. Ce qui d'ailleurs prouve, mais tu es un militant de ça, que l'agriculture est bien plus moderne que ce qu'on veut bien raconter. Bien souvent. sûr, Voilà. les agriculteurs Totalement à l'affût bien sûr, de la nouveauté et de ce qui peut se passer. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le métier d'agriculteur doit s'adapter constamment. Mais Donc on a besoin des nouvelles technologies, on a besoin d'Internet, on a besoin de tout ça pour aider l'agriculteur à prendre de meilleures décisions au meilleur moment. C'est de ça dont on parle. oui, mais toi, comme tu le dis, c'est matériel. C'est-à-dire que quand tu parlais, je me disais, est-ce que tu peux évoluer vers, j'en sais rien, conseil, financement, partenariat ? Évidemment. Évidemment, on a commencé par proposer à nos clients agriculteurs un large catalogue de produits qu'ils pouvaient trouver au meilleur prix et les livrer directement chez eux. Donc on répondait à un premier besoin fort, avoir une alternative, une meilleure transparence et être livré chez toi. Parce que l'agriculteur, il bosse déjà entre 70 et 80 heures par semaine. Donc quand il doit prendre sa voiture, aller chez son fournisseur habituel, pas trouver la pièce, rentrer chez lui, c'est une perte de temps. Donc on voulait aussi lui offrir ça, c'est une vraie simplicité. Il peut commander à n'importe quel moment de la journée, il peut commander en soirée, quand il a un moment, même dans son tracteur avec son smartphone. Et donc on a amené cette première solution pour lui. Maintenant, on commence à l'accompagner sur du financement, évidemment, parce que c'est très lié à ses achats. Et on essaye de créer tout un tas d'outils qui vont l'aider au quotidien à prendre de meilleures décisions. Et donc ça veut dire financement, un partenaire bancaire. Tu vas pas devenir une banque quand même. On ne va pas devenir une banque. On a un partenaire financier étranger qui nous aide à financer via sa filiale française, qui nous aide à financer Pas le nos Crédit Agricole, agriculteurs. donc. Non, ce n'est pas le Crédit Agricole. Plus grosse banque du secteur agricole et de loin en France. Donc tu dis les aider sur le financement et sur des outils qui vont les aider à prendre de meilleures décisions. Donc, encore une fois, avoir des outils en ligne qui vont les aider à choisir le produit dont ils ont besoin. On va s'appuyer également sur toute la donnée qu'on peut avoir sur le marché, parce qu'on est présent pas seulement dans une région, on est présent à travers la France. Donc, on a beaucoup de données de nos clients qu'on est capable de leur présenter, apporter, pour les aider à prendre de meilleures décisions. Leur apporter ou leur vendre ? Leur apporter aujourd'hui. Et on a aussi, un peu comme Amazon, un club Agriconomie. C'est un peu comme Amazon Prime. Donc l'agriculteur va payer 10 € par mois et il va avoir accès à une palette de services supplémentaires pour être livré plus vite, pas payer sa livraison, avoir un accès à du financement moins cher et avoir accès à des outils qui vont l'aider au quotidien. C'est super intéressant parce que tu es un outil de développement et de modernisation du monde agricole, Paulin. On essaye. Tu n'es pas seulement un site marchand. Non, mais sérieusement, c'est ça qui... Parce qu'il y a ça aussi dans il faut, enfin, globalement, c'était aussi l'une des grandes leçons de Jeff Bezos, c'est il faut une vision. Il faut une vision. Il faut une vision. Mais il faut une vision pour plein de raisons. Il faut une vision pour faire grandir sa boîte, mais aussi accrocher les équipes. Aujourd'hui, on a... C'est ce que je dis souvent, hein, le terreau de la France, le terreau de l'économie française, c'est les agriculteurs. Mais le terreau de notre entreprise, c'est nos talents, c'est nos collaborateurs. Vous Et nos êtes combien collaborateurs, on est 60. Si on n'apporte pas un peu de vision, si on n'a pas une vision claire et qu'on n'emmène pas nos salariés avec nous en apportant du sens, on ne peut pas faire grossir nos entreprises et on ne peut pas répondre à notre promesse.
Donc oui, alors ça c'est important, le terreau de l'économie française et notre agriculture, et la diversité de nos agricultures. Pour un agriculteur, vous avez 10 emplois. Et tu disais que tu envoyais des gars sur le terrain ? Oui. Oui. Là, on est en train de déployer à travers la France des collaborateurs agroéconomie qui auront en charge d'aller rencontrer les agriculteurs, organiser des meet-up, répondre à leurs questions, etc. Mais ils sont agriculteurs eux-mêmes ? C'est souvent des fils d'agriculteurs ou des anciens techniciens. Il faut une expertise quand même. Je ne vais pas t'envoyer, Stéphane, parler à nos agriculteurs sur tous les sujets, même si on pourrait avoir des échanges très sympas avec eux. Non, il nous faut des hommes et des femmes qui connaissent le secteur et qui peuvent aider nos clients au quotidien. Dernière dimension, c'est l'Europe, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui ton nouveau horizon. On a deux axes majeurs en ce moment. L'Europe, évidemment. Donc, on veut continuer notre développement à l'échelle européenne pour accompagner les agriculteurs en Italie, en Espagne, en Allemagne notamment. Et on a aussi une nouvelle activité qui marche assez bien. C'est qu'on veut également aider les autres opérateurs du secteur agricole, que ce soit les coopératives, donc nos confrères physiques, les négoces agricoles, mais aussi tous les acteurs connexes du secteur agricole, à prendre de meilleures décisions. Tu sais, les coopératives, j'avais découvert ça au moment de la discussion de la fameuse loi Egalim, elles sont quand même bien souvent décrites par les agriculteurs eux-mêmes comme des boîtes noires. Il y a un sujet là de combien ça vous coûte vraiment, combien vous le vendez, où va la marge, comment elle est distribuée, qui est un sujet souvent obscur et mal réglé. Oui. Tu vas apporter de la lumière là-dedans Nous, c'est le principe de l'entreprise agroéconomie, c'est d'apporter de la transparence. On est transparent sur nos prix, on est transparent sur nos produits, on est transparent sur nos frais de livraison. On essaye d'apporter cette transparence. Et oui, le secteur agricole en avait besoin. Ouais. Les coopératives ont grossi, ont dû s'adapter, on leur a demandé beaucoup de choses pour accompagner les différentes transitions économiques françaises. Il y a souvent aussi, moi je le dis, des baronnies là-dedans qui sont un petit peu des pouvoirs sans contrôle. On avait dans certains endroits des oligopoles, clairement. Voilà, exactement. Oui. Exactement. Mais ça veut dire Allemagne, Italie, etc. Ça veut dire il y a un équivalent d'agriéconomie quelque part en Europe ? Alors on a un concurrent en Allemagne, on a un très gros concurrent aux États-Unis. Ah, ça j'imagine aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ça t'intéresse aussi C'est dur, c'est loin. J'ai vu des entrepreneurs extraordinaires. Mais vous savez, en premier lieu, ce qu'on veut nous, passer tout près de la catastrophe en allant attaquer le marché américain. Ce qu'on veut nous, en premier lieu, c'est s'occuper de nos clients français. Ouais. On a un marché qui est colossal. On a encore beaucoup de clients à aller séduire et convaincre. Donc on a déjà gros dans notre assiette à continuer à satisfaire et créer de la valeur pour les agriculteurs français. Et dans tes relations avec les fournisseurs, ils sont eux finalement satisfaits qu'il y ait un acteur comme ça qui offre cette palette et cette transparence totale ? Bien sûr. Ouais. Ça a été très compliqué au démarrage parce qu'on était jeunes, on était en ligne. Donc il a fallu habituer le marché à avoir ce genre de nouveaux services. Mais tout le monde se rend compte que le digital arrive partout et nos agriculteurs sont connectés et vont acheter de plus en plus en ligne. On ne peut pas se cacher sous le tapis. Et donc là, le gars sur son tracteur, on va arriver sur les semis, le gars sur son tracteur qui dit « Merde, en fait, j'ai calculé trop juste, il m'en manque 200 kilos ». Il tape et il les fait livrer très rapidement. Et il se connecte sur Agriconomie avec son smartphone et on le livre. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sky is the limit. Paolin Pasco, le fondateur d'Agriconomie, était notre invité sur Bismart. Et on termine les amis, on termine avec Julien Latouche, le fondateur de Robin, qui vient nous voir régulièrement. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Robin, un mot sur Robin, tu nous rappelles ce que tu fais Julien ? Oui, l'interlocuteur juridique rassurant des entrepreneurs. Voilà, toujours. Non, et on développe... J'adore le pitch des vendeurs. Vous met en relation avec des avocats. Hein, voilà. Vous avez un problème juridique, légal, et Robin vous met en relation avec des avocats. Oui, qui répondent gratuitement pendant 30 minutes à toutes les questions des entrepreneurs par le biais des collectivités, des régions, des territoires qui sont clients de la solution. Sélectionnés par vous, les avocats, j'ai un doute, Julien. Oui, c'est ça. Oui. Mais ah oui, c'est ça. L'idée, c'est que tu as une notation, mais cette notation, elle n'est qu'à toi. Elle n'est pas publique, c'est ça le truc. Hein. Parce que quand on dit un avocat, il peut y avoir de tout et de n'importe quoi. Donc nous, on va avoir des avocats experts, disponibles, rassurants, qui répondent bien à l'entrepreneur, d'où la sélection qu'on fait en interne. C'est un peu ce qui se fait sur les plateformes avec les artisans aussi, on voit ça maintenant, hein, avec
travaux libres, etc. Et tout. En fait, tu es le travaux libre de l'avocat. Alors, de temps en temps, on s'est dit qu'on allait, parce que c'est vrai que c'est des sujets très intéressants, et voir avec toi un certain nombre de sujets, et en l'occurrence, celui-là m'intéresse beaucoup. Donc, tout ce qui tourne autour des loyers, qui se renforce en fait. On pensait que c'était derrière nous, cette crise de loyer. En fait, non. Avec la fermeture des centres commerciaux, tu penses que les choses vont peut-être se durcir à nouveau en fait dans les relations entre propriétaires et locataires. Déjà, le loyer pour un commerce qui est fermé, c'est vraiment la dépense insupportable. Enfin, je veux dire, je ne fais pas de chiffre d'affaires, mais donc je peux négocier un peu mes salaires avec le chômage partiel, je peux obtenir le fonds de solidarité pour payer un peu mes salariés, mais quand il faut payer son loyer, le bailleur peut légitimement dire non, on ne négocie pas. Et donc la fermeture des centres commerciaux qu'il y a eu, c'était sur les plus de 20 000 m². Là maintenant, on est sur les moins de 10 000 m². Et quand on dit centre commercial, on pense que le centre il ferme, mais les petits commerces ils s'en sortent. Sauf qu'à l'intérieur du centre, c'est des petits commerces. C'est quelqu'un qui était salarié, qui a décidé de lancer son activité et qui a mis encore de l'argent sur la table et qui se voit dans l'impossibilité de payer son loyer. Donc oui, la dépense, elle est insupportable. Beaucoup de mesures ont été mises en place pour le mois de novembre, on pourra en parler. Mais pour ce qui s'agit de la suite, ça commence à devenir très compliqué. Alors justement, le mois de novembre, parce qu'effectivement, c'était le mois de confinement. Donc, en gros... dispositif un peu complexe quand même, c'est-à-dire un dispositif de défiscalisation, c'est ça, oui, Julien ? Clairement. Moi, je suis donc restaurateur, je paye un loyer de 1 000 euros chaque mois. Clairement, si j'accepte en tant que bailleur d'abandonner cette somme de 1 000 euros, je vais obtenir peut-être 50% d'exonération de charges sur les montants que j'aurais abandonnés. Donc, très clairement, pour abandonner le paiement d'un loyer pour un mois, la majorité des bailleurs ont dit non, on ne va rien faire. C'est pour ça que les mesures qui ont été utiles, au-delà de celles-ci, qui étaient un petit coup de pouce, c'était les mesures régionales qui ont essayé de se mobiliser et qui ont dit on va donner aux locataires un peu d'argent, au lieu de dire comment on peut faire abandonner la somme du loyer par le bailleur. Parce qu'un bailleur, c'est pas les riches. Ça, c'est facile de dire les bailleurs, c'est les riches, et puis les petits commerçants, ils sont tout seuls. Les grandes foncières commerciales, si quand même. Oui. Elles ont joué le jeu. Unibail, tout ça, ça va quoi. Ils ont de quoi voir venir. Oui, ça va. Voilà. Et ils ont d'ailleurs joué le jeu. Mais lorsque ma grand-mère, elle avait un petit local commercial à côté de Cannes, au Canet, je me souviens, elle a économisé toute sa vie pour mettre un peu d'argent de côté. Et à côté de sa retraite, cette petite somme qu'elle avait chaque mois, c'était la moitié de son revenu. Et donc ces bailleurs-là, on peut pas leur dire vous avez qu'à annuler le paiement du bail. C'est pas si facile. Tout à fait. Donc je pense que les solutions qui marchent bien, c'est les solutions qui aident les commerces fermés à avoir une petite somme d'argent qui permet de continuer de payer son bailleur. Voilà, ça c'est ce qui a bien marché. Et ça s'est fait à l'échelle régionale, tu dis Oui, bien ça s'est fait à l'échelle régionale, ça s'est fait au niveau, donc par exemple, typiquement, la région sud, donc la région PACA, a mis en place une enveloppe, a voté une enveloppe de 6 millions d'euros pour attribuer jusqu'à 500 euros par entrepreneur qui n'arrive pas à payer son loyer. Résultat, en 2 mois, l'aide a été complètement vidée, complètement utile, et elle a aidé 6 000 commerçants qui étaient dans cette situation. Mais derrière, on peut aller dans des territoires beaucoup plus petits, où la région n'a pas été l'acteur qui s'en est occupé, mais la ville s'en est occupée, parce que le maire détient la compétence des locaux commerciaux. C'est la personne qui a la compétence foncière. Tout à fait. Donc elle a pu dire, moi, j'accepte que tous mes loyers, je ne les demande pas. Ou elle a pu dire, moi, je vais donner un petit peu d'argent à ceux qui en ont besoin pour payer leur loyer. Ça a été fait dans plusieurs collectivités. Mais donc, l'État a essayé de faire quelque chose d'un peu large, mais pour le mois de novembre. Les régions, les collectivités ont aussi fait beaucoup de choses pour le mois de novembre. Mais derrière, ça continue. Il faut continuer à payer son loyer. Et le mois de confinement, ce n'était pas que novembre. Si on est sincère, le commerce, aujourd'hui, se sent encore en confinement. Oui, c'est difficile pour eux. Ils n'y arrivent pas. Voilà, ils n'y arrivent pas. Vous le voyez. Tu le vois, toi, dans tes clients, justement, c'est aujourd'hui un truc qui te remonte de manière importante, quoi, urgente. Aujourd'hui, sur les numéros d'aide qu'on met en place, on est sur à peu près 15% des demandes qui portent sur je suis locataire d'un local commercial, j'ai appelé mon bailleur pour lui dire comment on peut faire, et il m'a répondu allez vous faire voir. Voilà. Donc, très concrètement, ces gens-là, c'est ceux qui sont en demande. Voilà. Alors après, Bercy a dit qu'ils allaient faire quelque chose. Il faut le dire d'un mot quand même, c'est pas forcément l'intérêt du bailleur. C'est-à-dire le bailleur, il faut qu'il réfléchisse lui aussi à savoir si je ruine mon locataire présent, est-ce que j'en retrouverai un ? Enfin, on va être dans une situation, en sortie de crise, dans une situation pour le commerce. Ça va pas être la révolution culturelle, quoi. Ça va pas être que sans fleurs fleurissent, quand même. Et Stéphane, tu as un point super intéressant, c'est que c'est une question d'intérêt. Parce que si demain,
le loyer ne peut plus être payé par le commerçant, derrière, ça va devenir une charge exigible, en plus des prêts bancaires à rembourser, des salaires à payer. Dans le cadre d'une procédure collective, la charge loyer va être noyée parmi plein d'autres charges. Donc le bailleur a tout intérêt à accepter de négocier. Parce que sinon, sa charge loyer va se retrouver au milieu d'autres charges qui seront impossibles à payer pour le commerçant. Et là, en plus, il ne pourra pas l'expulser. Et il ne sera pas prioritaire là-dessus, en plus. Enfin, ça reste, même si les choses sont peut-être en train d'évoluer, mais ça reste les salaires, par exemple, qui sont prioritaires dans le cadre d'une procédure collective. Et c'est pour ça qu'il faut donner les moyens à ces locataires de payer leurs bailleurs et pas réfléchir à un moyen pour empêcher les bailleurs d'exiger cet argent. C'est pour ça que la région Île-de-France a fait une aide aussi de 1 000 €. Elle a super bien marché. Je crois qu'il reste encore 5 millions d'euros à pourvoir sur cette enveloppe budgétaire et qui a aidé énormément d'entrepreneurs en difficulté. Ça marche bien. C'est demandé. Et ces collectivités-là ont cet argent dans la compétence économique. Donc, il faut le solliciter, il faut aller voir ce que peut faire sa région, il faut aller voir ce que peut faire sa ville, et il y a des solutions. C'est pas la première fois que tu m'en parles d'ailleurs, hein, des aides régionales. C'est-à-dire, elles sont moins... Alors, ceux qui ont des très bons experts comptables ou qui sont bien conseillés par des jeunes startups innovantes le savent, mais en fait, elles sont peut-être moins connues que les grands dispositifs d'aide nationale, ces aides régionales aujourd'hui. Clairement. Mais l'aide régionale, elle peut apporter un coup de pouce à un instant T. Elle ne pourra pas se substituer à ce que l'État peut faire. Oui, le évidemment. problème du bail, c'est un problème qui doit être réglé. Là, Bruno Le Maire a dit, lorsqu'ils ont fermé les locaux commerciaux, enfin les centres commerciaux, qu'une aide, que quelque chose allait être fait pour aider au loyer. Donc, on attend vraiment cette mesure. Ces restaurants, ces artisans, ces entrepreneurs attendent ces mesures avec impatience. Apparemment, il y a quand même des dispositifs. Oui, parce qu'il y a des dispositifs qui montent maintenant assez haut sur le paiement d'une grande partie des charges fixes aujourd'hui. D'ailleurs, on va recevoir cette semaine, je crois que c'est demain, Laurent Milchior, le patron d'Etam, qui alors justement parle de cette charge fixe des loyers. Pour lui, ça représente c'est évidemment des millions d'euros. Hein, je crois qu'il a plus de 1500 magasins. Mais en même temps, qui sont quand même en partie compensés aujourd'hui. En partie seulement. Non, je voulais juste insister sur un dernier point, il nous reste quelques secondes. Les tribunaux de commerce, ils existent aussi. Enfin, l'idée d'aller voir un tribunal de commerce, de demander une médiation justement avec son bailleur, etc., ça peut se faire, je l'ai appris récemment, de manière totalement confidentielle. Ça peut aller très vite. Et peut-être que ça aussi, c'est une bonne solution pour essayer de régler un problème... Complètement. Exemple très terrain, vraiment très terrain, parce que je sais que tu aimes bien quand je te donne des exemples très concrets. Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec l'équipe de managers commerce d'Arcachon, la ville d'Arcachon, qui m'expliquait qu'ils avaient mis en place un médiateur gratuitement pour s'occuper de cette médiation et que plusieurs vingtaines, trentaines de loyers avaient pu être négociés. À l'échelle d'une ville, d'une petite ville comme Arcachon, très attractive, ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà, se rapprocher de ces collectivités, se rapprocher des partenaires comme Robin et ensuite essayer de trouver des solutions. Julien Latouche, et on prolonge cette discussion demain à la même heure avec Laurent Milchior, le patron d'Etam. Donc à demain les amis.